Salut tout le monde, c'est 30 deniers pour Religaré avec aujourd'hui un second direct Twitch avec toujours l'idée d'interviewer un universitaire ou une universitaire, c'est encore un cette fois-ci. La dernière fois, on est parti dans les confins des textes de la Bible hébraïque pour en livrer une relecture féministe et girl power. Aujourd'hui, nous allons aller sur un sujet un petit peu plus d'actualité puisqu'on va parler du lien entre Assemblée nationale et Islam. Et pour ce faire, on va être avec notre invité du jour, Elmim Rabeh, qui est étudiant-chercheur en sciences politiques, que vous voyez déjà dans cette petite fenêtre Twitch. Étudiant-chercheur en sciences politiques, je le disais, et sciences des religions également à l'École pratique des hautes études, ainsi qu'à l'Institut européen de sciences des religions. Il est l'auteur d'un mémoire intitulé « De la relation entre islam et Assemblée nationale, une difficile entente ». J'essaye de mettre de l'emphase parce que quand on dit des noms de thèse ou de mémoire, il faut avoir un petit peu d'emphase, je trouve. Alors, avant de retrouver notre invité qui est déjà là, en tout cas avant de lui passer la parole, quelques petits mots pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, pour celles et ceux qui étaient déjà là au dernier Twitch. J'avais trouvé que, en mode un petit peu autocritique maoïste, je me suis fait cette séance d'autocritique, j'ai trouvé que j'avais pas été assez interactif avec le chat et que j'avais peut-être un petit peu trop mené l'interview avec un autocratisme qui me caractérise. Donc là, au contraire, le patron, tout à fait, Grumpy Mood. Là, justement, je vais essayer de faire un petit peu l'inverse, d'être un peu plus souple et de plus me tourner vers le chat. Par exemple, je peux tout de suite dire bonjour à Space Kaeru qui nous a rejoint. Donc n'hésitez pas à participer, à poser vos questions, je me tournerai vers vous et je ferai remonter vos questions à notre cher étudiant-chercheur ici avec toute la diligence dont je suis capable. Des questions que bien entendu je souhaite être les plus courtoises possibles, bien entendu. On va rester dans ces limites de la courtoisie pour débattre calmement. S'il vous plaît. Un petit mot également pour celles et ceux qui débarquent pour la première fois dans le coin, pour dire que je suis 30 deniers et j'anime la chaîne YouTube à la base et puis Twitch désormais qui s'appelle Religaré. C'est les interviews que je fais sur Twitch, en fait c'est une extension de ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. J'y parle de sciences des religions et d'histoire des religions. L'idée c'est d'aborder ce sujet qui est assez complexe et très hystérisé dans nos sociétés aujourd'hui, en essayant de le faire un peu calmement, de prendre du recul, de convoquer les sciences sociales, et puis d'avoir une approche laïque et non prosélyte sur le sujet, parce que je pense qu'on a besoin de se parler calmement et tendrement de sujets qui font peur et qui font beaucoup de tensions dans notre société. Voilà pour ces petits mots préliminaires. J'ai dit tendrement, j'enchaîne sur préliminaire, c'est vraiment n'importe quoi. On va pouvoir retrouver notre invité tout de suite, mais avant ça, c'est l'heure du générique. Donc, Elmi, bonsoir, merci d'être avec nous, je suis très très content de t'avoir parmi nous. Merci à toi de m'accueillir et bravo à toi pour le format que tu fais parce qu'il est à la fois rare et aussi hyper intéressant sur un sujet, sur un domaine comme celui-là qui est pas du tout exploité et que tu vulgarises à ta façon sur YouTube, sur Twitch, donc bravo à toi et merci de m'accueillir. Eh ben, c'est parfait, on va essayer de continuer, merci, on va essayer de continuer de vulgariser avec toi et je suis sûr que tu pourras le faire extrêmement bien. On va commencer déjà en te faisant un petit peu connaître par le chat, même si j'ai l'impression, oula je tape sur mon micro, j'ai l'impression qu'il y a déjà des gens qui te connaissent dans ce chat, mais pas tout le monde. Donc on l'a dit, sciences politiques et sciences des religions. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans ce cursus universitaire et aller à la confluence de ces deux disciplines pour ensuite trouver ce sujet de recherche? Alors pour être tout à fait précis et exact, sciences politiques c'était un cursus que j'avais fait avant et du coup le cursus en sciences des religions il est tout à fait dissocié des sciences politiques que j'avais fait juste avant. On constatera quand même que ta mémoire elle était la confluence des deux.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais on pourra y revenir. Mais ce qui m'a fait amener du coup là-dedans, c'est que j'ai été un grand, comment dire, j'ai reçu moi une éducation religieuse à titre personnel. Et donc j'ai baigné depuis petit dans tout un environnement religieux musulman du coup, qui m'a fait m'intéresser depuis gamin à la chose religieuse de façon générale. Et pas seulement à l'islam, mais à tout un environnement religieux sur lequel j'ai toujours été fasciné, et donc d'un point de vue aussi historique, sociologique, aussi été attiré par cette thématique-là. Et en particulier, actuellement dans notre société, la question religieuse, tu as pu le constater puisque tu es quelqu'un d'assez aguerri et puisque tu t'efforces à mettre en place une chaîne de vulgarisation, c'est que justement la vulgarisation est loin d'être faite, et que c'est toute une thématique qui a vocation à être extrêmement sensible, inabordable parfois et extrêmement polémique. Et donc moi j'ai voulu m'y intéresser il y a quelques années maintenant pour essayer d'approfondir d'un point de vue scientifique, évidemment, pas théologique, on pourra y revenir, d'approfondir le sujet, le thème, pour essayer un peu d'éclairer, et tu l'as dit dans ton propos liminaire, d'un peu ramener le calme dans le débat public qui est loin d'être, qui est plus que tumultueux sur ces questions-là. Ouais, il y a un vrai déficit en France, à mon humble avis, d'enseignement du fait religieux, notamment par manque de moyens. À chaque fois qu'on a tenté de le faire dans l'éducation nationale, on laisse ça un peu aux profs d'histoire géo, en les laissant se débrouiller avec ça, et c'est jamais très concluant. Et puis de façon générale, la question... Ouais, excuse-moi. Peut-être qu'on éviterait en effet bien des incompréhensions si cet enseignement était encadré de façon laïque et par le biais des sciences sociales beaucoup plus dans l'éducation nationale, mais c'est un autre débat que celui qu'on doit avoir ce soir, en effet. C'est sûr, mais juste pour terminer là-dessus, c'est qu'il est perçu en premier abord, la question de l'enseignement des faits religieux est perçue comme quelque chose de prosélyte ou d'enseignement théologique, alors que c'est pas du tout le cas. Il y a une profondeur historique à avoir sur la question religieuse, il y a une profondeur sociale, sociologique, parce que il y a toute une construction sociale, pardon, autour des faits religieux. Donc il est très important et primordial dans une société de pouvoir éduquer nos plus jeunes à cette question-là. Et donc il y a une vraie carence en France, contrairement à plusieurs pays, et pas que occidentaux ou européens, sur cette question-là. Le lézard intervient dans le chat pour dire on oppose scientifique et théologique, ça commence bien. Non, c'est pas le propos. La théologie fait partie des sciences des religions, mais bien entendu. Sûr. Totalement. Ça a toute sa place. Désolé si ça n'a pas été clair. On l'a peut-être mal formulé, mais voilà, parmi le panel des moultes sciences des religions, elle en fait partie. Tout à fait. Continuons du coup. Donc voilà, tu nous as expliqué pourquoi aller sur ce type de discipline, mais maintenant, plus spécifiquement, islam et Assemblée nationale. On a compris pourquoi tu avais envie de bosser sur l'islam, mais tu aurais pu, je sais pas moi, travailler sur l'économie du kasher en France, tu aurais pu travailler sur une géographie des mosquées, tu aurais pu travailler sur une sociologie de la communauté musulmane en France, il y avait plein de choses à faire. Et toi, tu as décidé Assemblée nationale et islam. Why? Pourquoi j'ai bossé sur ce sujet-là? Bon, pour une raison simple, c'est que l'Assemblée nationale, j'y bosse depuis 2017. Donc ça va faire près de 4 ans, plus de 4 ans que j'y bosse. Et donc j'ai modestement un accès un peu privilégié pour regarder un peu les choses de près. En fait, c'est aussi bête que ça puisse paraître, pardon, c'est comme ça que ça s'est fait et que ça s'est décidé. Et que par-delà cet aspect-là, on n'a pas... il n'y a pas réellement de travaux qui ont été faits, on y reviendra, sur la question religieuse en général et sur l'islam en particulier dans l'enceinte parlementaire qui est l'Assemblée nationale. Et donc j'ai décidé de faire ce travail-là, qui a vocation aussi à être poursuivi, à accentuer. Attention, c'est pas fini. Donc j'ai voulu faire ce travail-là en me penchant sur la relation entre l'islam et l'Assemblée nationale, ou plus précisément
la perception que a cette institution d'une religion en particulier. Pourquoi l'islam? Pas parce que, même si on peut faire le raccourci, ou parce que pas parce que personnellement j'ai un lien particulier avec l'islam, même si ça peut favoriser, mais parce que l'islam a une place particulière dans le débat public français et dans le débat enfin une place particulière dans la thématique religieuse en France de façon générale et en Europe aussi en particulier. C'était d'ailleurs ton postulat de base dans ton mémoire. Est-ce que l'islam a vraiment une place particulière dans les débats de l'Assemblée nationale? Et tu prouves bien entendu par ton mémoire que c'est le cas. On y reviendra. Tu es salué par Sentinelle26 de la Drôme. Elmi, décidément, tu as beaucoup de gens qui te suivent. De la Drôme, j'adore. Tu l'as dit, il n'y avait pas de travaux universitaires qui étaient déjà faits sur ce sujet spécifique-là, donc tu as défriché une terra incognita. Pour autant, il y en a des travaux équivalents ailleurs en Europe, si j'ai bien compris. Hein. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment sur la Suède, la Norvège, le Danemark. Il y en a eu plein en fait qui ont été faits. Jonas Lindberg, Lettiga Duce, bon bref. Et il y a eu cette thématique-là qui a été balayée, et particulièrement la question de l'islam aussi. On a des études qui ont été faites sur la loi islam qui avait été votée en Autriche, toute une partie de l'Europe scandinave où ces débats font rage avec, on pourra le voir plus tard, avec la corollaire qui est la montée de l'extrême droite. Plus l'extrême droite est influente dans le pays et dans le débat public français, dans le débat public en général, pardon, plus la question de l'étranger se pose, et donc a fortiori de la question de l'islam vient au premier abord. Donc la Norvège, la Suède et tout un certain nombre de pays ont, enfin en tout cas des scientifiques de ces pays-là ont bossé sur cette question-là, parce qu'au Parlement c'est déjà entré dans le débat en fait. Alors tu as quand même un prédécesseur qui n'a pas travaillé spécifiquement sur l'islam, mais plutôt sur les questions religieuses en règle générale à l'Assemblée nationale, et puis qui a couvert une période qui était bien antérieure à la tienne. C'est un certain diacre de la SPEP. Est-ce que tu peux expliquer pour le chat ce que c'est la SPEP et un peu quelques mots sur ce monsieur, parce que je trouve que c'est assez intéressant ce truc de SPEP vis-à-vis de l'Assemblée nationale. C'est très très méconnu. D'ailleurs, visiblement, beaucoup de collaborateurs de l'Assemblée nationale ne le connaissent pas non plus. Donc voilà, c'est assez intéressant d'en parler, je pense. SPEP, c'est le service pastoral d'études politiques. C'est un service qui a été créé à la fin des années 90 par l'Église catholique française, par le diocèse de Paris plus précisément, qui est un service d'assistance et, comment on peut dire ça, un service psy, de façon un peu vulgaire je le dis, mais un service d'assistance aux parlementaires et à leur assistance, pas que, c'est pour ça que je dis psy, c'est que c'est pas que spirituel, c'est une assistance spirituelle mais aussi morale, et un cercle de discussion sur tout un tas de sujets. Alors il y a une spécialisation religieuse puisque vous vous adressez à un diacre du diocèse de Paris, mais vous pouvez évoquer tout un tas d'autres sujets. Et donc, c'est consacré aux parlementaires, c'est-à-dire députés et sénateurs, à leurs équipes, aux collaborateurs, des députés et des sénateurs, des collaborateurs des groupes parlementaires, et aussi même, je crois, il faut que je vérifie, mais je crois que c'est ça, aussi même aux fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Et c'est catholique, hein, il faut préciser. Il n'y a pas d'autres religions qui font ça. Alors, c'est là la subtilité. C'est que c'est effectivement catholique. Il y a des messes, parlementaires. Alors si vous allez à l'église Saint-Sulpice à Paris, vous verrez qu'il y a des créneaux réservés aux parlementaires. Le matin, vous allez sur le site du SPEP et vous verrez à 7h, il y a une messe. Bon, après, vous ne montrez pas votre carte de parlementaire avant d'entrer, mais en tout cas, si des parlementaires catholiques, du coup, veulent participer à une messe, je ne sais pas si c'est pour des raisons de sécurité ou s'ils ne veulent pas être trop vus ou si c'est pour préserver une intimité religieuse, ils peuvent se rendre à cette messe-là qui leur est destinée.
Mais la particularité, c'est que le SPEP ne se revendique pas comme s'adressant aux seuls chrétiens ou aux seuls catholiques. Le SPEP a vocation à s'adresser à tout le monde. Et d'ailleurs, tu cites une sénatrice musulmane qui était allée parler, par exemple. Voilà. Tout à fait. Bariza Chiari, qui était, je ne sais pas si elle l'est toujours d'ailleurs, parce que je crois que son mandat s'est achevé, mais à vérifier. Elle est partie à la dernière mandature, il me semble. À vérifier, mais en tout cas, qui est une sénatrice musulmane, qui revendique sa foi musulmane, qui était accoutumée de faire des discussions spirituelles au sein du SPEP. Et l'autre particularité, c'est que ce service est totalement inconnu, ou alors très peu connu. Quand j'en parle à l'Assemblée nationale, on me dit mais je vois pas de quoi tu me parles. L'un des députés qui était accoutumé et qui le déclarait publiquement, je devais le rencontrer, mais malheureusement il est décédé du Covid. C'était Claude Goasguen, député Les Républicains, ancien maire du 16e arrondissement, qui déclarait assez publiquement aller aux messes parlementaires et même aller aux messes, je sais pas, mais en tout cas aller discuter au sein du SPEP. Voilà. Ouais, la Covid a pas mal percuté ton mémoire, mais on va peut-être pas rentrer dans le détail de ça, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de choses à dire, il faut pas qu'on aille jusqu'à minuit. Donc oui, ce SPEP, il est dirigé par un diacre qui s'appelle Jean-Pierre Delormois, et qui avait fait une thèse sur le sujet de l'Assemblée nationale et des religions sur une période avant toi, et qui du coup ne traitait pas spécifiquement de l'islam. Alors c'est pas Jean-Pierre Delannoy, c'est pas Jean-Pierre Delannoy, excuse-moi, juste une petite précision, c'est pas Jean-Pierre Delannoy qui dirige le SPEP, lui il est diacre au sein du SPEP. Ah, d'accord, celui qui dirige le SPEP, c'est Monseigneur Lustiger, je crois, qui lui est à la tête du SPEP. Mais Jean-Pierre Delannoy, qui est ancien fonctionnaire de l'Assemblée nationale, puisqu'il a bossé pendant 40 ans en tant qu'administrateur, c'est-à-dire une personne qui assiste les élus dans tout ce qui est rédaction des lois, des missions d'information, des commissions d'enquête, tout ça. Donc il a bossé à l'Assemblée nationale et il a aussi fait cette thèse qui m'a beaucoup inspiré, et d'ailleurs ça a été l'un des seuls travaux réalisés, ou si ce n'est le seul on peut le dire, travail réalisé sur la question religieuse et pas que de l'islam au sein du Parlement, donc Assemblée nationale plus Sénat. Bon bah alors mea maxima culpa confiteor, pour faire plaisir à la partie catholique du chat, car je sais qu'il y en a une qui nous suit également. Voilà pour un petit peu un tour d'horizon des travaux de recherche qui ont été faits avant ou qui n'ont pas été faits. Commençons un peu par l'histoire, pour voir de là où on vient et comment on en arrive à cette situation. Et sur le sujet, j'aimerais bien que tu nous parles de l'inauguration de la grande mosquée de Paris. De quelle façon elle s'est faite? Alors c'est 1926, c'est ça? En fait, la grande mosquée de Paris, pendant la Première Guerre mondiale, est décidé en 1916 d'ériger un édifice religieux aux soldats musulmans. On les appelait pas musulmans à l'époque, mais aux soldats musulmans ayant combattu pour la France. Et a été acté le fait qu'il fallait créer ce qu'on a appelé l'Institut français du culte musulman. Pour faire rapide dans la chronologie, pour pas s'éterniser, en 1920, la Chambre des députés vote à l'unanimité, faut le préciser, et c'est important de le dire, à l'unanimité décide de voter des crédits pour la construction d'un institut musulman à Paris. Le Conseil de Paris, qui est l'équivalent du conseil municipal parisien, vote lui aussi à l'unanimité ce qu'on appelle un don à perpétuité, pour donner un terrain à la construction de la mosquée. Et donc en 1922, la première pierre de la construction est posée, et en 1926, on achève la construction 4 ans plus tard, et l'inauguration est faite de la grande mosquée de Paris en présence du président de la République en personne, s'il vous plaît, qui inaugure lui-même la mosquée, Gaston Doumergue, et qui, à l'inauguration, pour la petite anecdote, cite un hadith du prophète. Un hadith, c'est en tout cas les paroles de la tradition prophétique
qui ont été rapportés par ses compagnons ou par ses plus proches ou même par les membres de sa famille. Et donc un des hadiths du prophète disait le musulman est croyant, pardon, celui dont les gens n'ont à redouter ni sa langue ni sa main. Et donc il ajoute cet islam là est aussi le nôtre. C'est ça. Exactement. Voilà. Et donc il inaugure ça en citant ce hadith et en disant vous voyez cet islam-là est aussi le nôtre. Voilà. Et donc c'est comme ça que la grande mosquée de Paris naît dans un cadre et dans un état d'esprit général d'acceptation totale, de vote à l'unanimité dans la Chambre des députés et au Conseil de Paris, à la fois pour le don à perpétuité du terrain et pour le financement nécessaire pour construire l'édifice. Petite anecdote rapide, un truc que j'ai complètement découvert en lisant ton mémoire, c'est un personnage qui a l'air assez fascinant et sur lequel ça pourrait être intéressant qu'un historien se penche aussi à l'occasion, le premier député musulman de l'histoire de France. Voilà, tu en parles dans ton mémoire. Philippe Grenier, il s'appelle. C'était un médecin, député de Pontarlier. D'ailleurs, parce que voilà. D'ailleurs, attends, j'ai la une ici qui est assez jolie. Enfin, vous pouvez la retrouver. 1897, je crois, c'est ça, non ? C'est à la fin, c'est ça, c'est à la fin du 19e siècle. Et donc, bon, là, c'est un peu c'est un peu à l'envers, désolé, mais là, on a l'illustration du petit journal du 24 janvier 1897, intitulé, je ne sais pas si vous voyez le titre, Le musulman de la Chambre, c'est tout en bas. Et alors, ce qui est marrant, c'est le premier débat qu'il y a de façon politique en France sur la question d'un habit jugé musulman. Alors, jugé parce que, bon, c'est qu'un habit, en fait. Alors, il y a eu le débat sur l'habit, puisque Philippe Grenier était... arrivé en séance en burnous. Un burnous, c'est même pas un habit religieux. Le burnous, c'est un habit porté traditionnellement par les hommes en Afrique du Nord, généralement l'hiver parce qu'il est assez épais. C'est un habit assez long qui peut être porté aussi pour prier parce que pour des raisons pratiques, quand vous priez, vaut mieux avoir le dos couvert pour pas en vous prosternant vous découvrir et pour que les gens derrière vous ne voient pas, voilà. Donc c'est juste ça, hein. L'habit religieux long, c'est juste une question pratique pour se couvrir et aussi par donc voilà, donc il arrivait en burnous et donc on l'a regardé de travers parce qu'on lui a dit mais qu'est-ce qu'il nous fait celui-ci et donc voilà, il a dit je me suis converti à l'islam et donc une commission spéciale s'est réunie. C'est comme le trench coat pour les Parisiens quand il fait froid, nous dit Grumpy Mood. Ouais, c'est ça. En réalité, c'est juste quelque chose de pratique pour prier. Et il fait froid, on se couvre. Et l'anecdote, c'est, il y a eu un débat sur, son habit a interpellé, évidemment, mais il y a une commission spéciale qui s'est créée et qui s'est réunie pour parler et pour trancher sur la validité de son élection. C'est-à-dire qu'il était déjà élu député. Ouais. Entre-temps, il s'est converti à l'islam. Il se présente, il se pointe au palais. On dit, mais on va vérifier quand même si vous avez été élu dans des conditions propices. Donc, il y a une commission qui s'est réunie et on a étudié dans tous les sens dans quelles conditions est-ce qu'il a été élu, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et à la fin, il y a eu une conclusion qui a été de dire le monsieur est français, il a été élu dans des conditions parfaitement transparentes. Il n'est pas question d'invalider son élection parce qu'il est musulman. Et puis, il faut le dire que par la suite, dans l'Assemblée nationale française, y compris dans la Ve République, il y a eu des habits, pour le coup, réellement religieux qui ont été portés par des députés sans que ça pose problème. On pense au chanoine Kir ou à l'abbé Pierre, tout simplement, qui venait en soutane. Et l'abbé Pierre siégeait régulièrement en soutane, même quasi exclusivement en soutane jusqu'à... pendant très très longtemps, ouais. Et restons du coup, filons cette thématique vestimentaire. Du coup, ça va nous faire sauter une longue période de temps, mais c'est pas grave. Allons jusqu'au bout de cette question sur les vêtements. Ce n'est plus possible maintenant. Le règlement de l'Assemblée nationale a changé suite à ce qu'une députée de Mayotte, qui était de confession musulmane, arrive en 2017
Donc c'est vraiment extrêmement récent, c'est marrant, j'avais pas du tout entendu parler de ça. Je pense qu'on doit être tellement saturé de polémiques autour du port du voile. En veux-tu, en voilà. Que j'arrive plus à toutes les suivre. Mais en tout cas, qui était arrivé avec un voile qui n'était pas islamique, qui était juste traditionnel de Mayotte, quoi. Voilà. Et ça a fait scandale à l'époque, et du coup le règlement a changé, c'est ça? Alors il y a eu ce scandale-là, un certain nombre de députés, de responsables notamment de la droite et de l'extrême droite, se sont offusqués du fait que Ali Ramlati, député de la République En Marche, actuellement toujours député de la 15e législature, donc élu en 2017 jusqu'en 2022, vienne avec son châle, elle appelle ça le châle mahorais. Et évidemment, lorsque vous ouvrez un tout petit peu plus lorsque vous concentrez un peu plus que sur la seule France hexagonale, parce qu'il y a aussi, on a aussi d'autres territoires en France qui seraient peut-être un peu temps de considérer. Elle était là pour représenter. Voilà. Elle est députée, elle est représentante du peuple français et élue de Mayotte. Et donc, elle porte le châle mahorais traditionnel qui est porté à Mayotte. Et donc, quand elle arrive en hexagone, on lui dit, bah écoutez, c'est un signe religieux. Alors, Ali Ramlati, je crois qu'elle a dit qu'elle était musulmane, mais que le châle n'avait pas forcément pour elle la connotation, une connotation religieuse. Elle le portait comme ça. Et quand bien même cela en avait une, le règlement intérieur ne l'interdit pas, puisque les élus de la nation ne sont pas des fonctionnaires et ne représentent pas l'État. Ils représentent pas tenus à la neutralité religieuse. Ils ne sont tenus à aucune neutralité, ni religieuse, naturellement pas politique puisqu'ils sont politiques, ni même d'une autre, enfin je veux dire, voilà. Et donc à ce moment-là, bon, il y a eu cet incident-là, et il y a eu un autre incident qui a définitivement fait changer le règlement intérieur. Il n'est pas religieux celui-là, il est plus commercial. Ça a été François Ruffin et son t-shirt de foot. Ouais. Et à ce moment-là, le règlement change et il dit plus de tenue, plus d'uniforme, plus de tenue religieuse, ni référence politique et commerciale. Ça veut dire vous venez, si vous vous référez, vous retrouvez ça facilement sur Internet, mais si vous vous référez à l'article du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il dit vous venez en tenue de ville. Alors moi je suis curieux de savoir ce que c'est qu'une tenue de ville, mais bon, après pourquoi pas. À la limite, de quelle ville? Bon, à la limite, pourquoi pas. Donc le règlement intérieur a changé, donc vous n'avez plus le droit. Donc si l'abbé Pierre était encore vivant et qu'il serait encore député, il n'aurait plus le droit de venir siéger en soutane. Voilà. Donc voilà pour clore ce sujet vestimentaire. On revient un petit peu sur l'histoire. Donc là, je synthétise. Après la Seconde Guerre mondiale, on a une immigration de travail. On va chercher pendant les 30 Glorieuses des personnes du Maghreb essentiellement, mais pas que, pour venir travailler en France, des personnes qui se trouvent être de religion musulmane. Et puis ensuite arrive la question du regroupement familial pour que certaines de ces personnes qui ont fait le choix de rester en France puissent faire venir leur famille et puis vivre, s'installer définitivement. À partir de quel moment dans tout ce processus il y a des crispations politiques qui interviennent sur ces nouvelles populations et sur leur confession religieuse? Et les années 70. Parce que dans les années 70, on se rend compte, et on réalise que l'immigration de travail devient une immigration d'installation. Et il y a eu un certain nombre de décrets qui ont facilité ça avec le regroupement familial. C'était Jacques Chirac sous Giscard d'Estaing qui l'a fait. Et donc, à partir de ce moment-là, les gens viennent travailler. Ils se rendent compte qu'on a besoin d'eux, que la main-d'œuvre manque, qu'ils ont vocation à s'installer. Logique humaine parfaitement normale, on fait venir la famille. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, l'immigration de travail est devenue une immigration d'installation qui s'est poursuivie dans les années 70-80. Et donc, c'est dans les années 80 que les premières structures musulmanes associatives et les premières demandes, en tout cas, de prier dans des lieux dignes et convenables, pas prier dans des caves, pas prier dans des parkings, pas prier dans des sous-sols, commencent à apparaître en disant il nous faut aussi une place et il nous faut aussi des édifices religieux. Et c'est à ce moment-là que la structuration associative, loi 1901, se fait.
avec l'émergence d'un certain nombre d'associations, au départ très petites, très isolées, mais qui s'élargissent au fur et à mesure, qui demandent tout simplement de pouvoir pratiquer normalement leur culte, quoi. Après, on a appelé ça la droite et l'extrême droite, parce qu'à l'époque, les discours Le Pen père à l'époque dans les années 80 tenait déjà des discours bien, bien à l'extrême droite sur cette question-là, et on parlait de revendication à l'époque. Ça veut dire non seulement ils viennent travailler, mais en plus ils se permettent de revendiquer des lieux de culte. Ah oui, ce qu'ils ont pratiqué dans des conditions décentes et normales, telles que la loi le prévoit. Oui, donc le discours de la droite face à ça, il a évolué de la droite et puis d'une partie large de la classe politique. On est passé de différentes... d'une évolution d'un discours en tout cas, puisque on est passé des racines judéo-chrétiennes, c'était quelque chose qui était beaucoup mis en avant à une époque, à la question du communautarisme et plus récemment la question du séparatisme. Il y a eu cette évolution sémantique dans l'opposition politique à l'Assemblée nationale à l'islam. C'est ça que tu montres dans ton mémoire. Oui, c'est ça. Ça veut dire la question de la référence judéo-chrétienne. Elle apparaît au 19e siècle, 18e, 19e siècle, et elle a aujourd'hui, elle est aujourd'hui totalement défendue par la droite républicaine française. Je pense aux Républicains. Et il y a eu dernièrement des amendements qui ont été proposés pour inscrire dans la Constitution la qualification de racine judéo-chrétienne pour la France. Je crois que c'était Éric Ciotti qui l'avait proposé, de façon à asseoir et à mettre en avant une racine particulière et techniquement et écarter les autres, quoi. Donc la justification qui est faite, c'est de dire la France a une histoire, elle vient pas de nulle part, elle s'est construite sur une construction politique, religieuse, la France est la fille aînée de l'Église, etc., etc. Et donc ça a été toute la justification qui a été faite dessus. Et au fur et à mesure, ça a glissé vers une partie de la population fait cessation avec la République. Ouais. C'est tous les débats que tu retrouves aujourd'hui et qui sont omniprésents à l'Assemblée nationale, jusque dans l'actualité très récente d'il y a quelques jours. Une partie de la communauté nationale ne vit plus en phase ou en symbiose avec le reste, quoi. Et en disant ils font cessation et ils font séparation. On pense de qui est-ce qu'on parle, évidemment? On parle des musulmans, en disant il y a une ghettoisation, il y a de plus en plus de boucheries halal, il y a de plus en plus de librairies musulmanes, il y a de plus en plus de foulards dans les rues, donc on a une société dans la société qui se crée, et donc il faut mettre fin à ça. Et donc ce pseudo-communautarisme-là viendrait attenter à l'unité de la nation et à son... et qui amènerait à disloquer la nation, quoi. Ce qui est assez intéressant, c'est que le débat public et le débat parlementaire s'est nourri à ce sujet-là de termes qui n'ont pas de réalité scientifique. En tout cas, le terme communautarisme, c'est un terme, il y a un excellent travail du sociologue Fabrice Dume-Songzoni qui parle de cette question de l'apparition du terme communautarisme dans le débat public et de la façon dont, selon lui, ça a eu aussi un effet de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'à force de dire aux gens vous êtes communautariste, vous êtes communautariste, vous êtes communautariste, il y a des formes de communautarisme qui apparaissent véritablement, mais en tout cas ce terme-là n'a pas de réalité sociologique, et il est hautement problématique au sens où un corps social est par essence constitué de communautés, des communautés de philatélistes, des communautés de chrétiens pratiquants, des communautés de musulmans, des communautés d'hommes blancs fumeurs de cigares de plus de 50 ans à l'Assemblée nationale, voilà. Et une communauté en soi, c'est juste une réalité sociologique. Quand on rajoute le
communautarisme, c'est qu'on a envie de pointer du doigt une communauté précise pour la sortir du corps social et dire que celle-ci, elle est problématique. Donc on est véritablement dans une construction politique. Mais encore, cette construction, elle avait été nourrie par des décennies de travaux d'éditorialistes qui en parlaient régulièrement, etc. Alors que le terme séparatisme, c'est un jaillissement politique d'un discours d'Emmanuel Macron dont l'ensemble de l'Assemblée nationale s'est emparé ensuite, quoi. C'est pour le président de la République, le terme de communautarisme est problématique. Donc il en a inventé un plus fort, c'est le séparatisme. Donc on s'est retrouvé en quelques semaines à ne plus parler de communautarisme et à avoir tous les responsables de la majorité à nous dire attendez, on a un nouveau mot qui lui représente et a une réalité scientifique. Ah bon, de quoi s'agit-il? Séparatisme. Alors on va chercher, qu'est-ce que ça veut dire? Mais attendez, c'est nous qui vous donnons la définition. Alors vous avez des personnes qui se séparent de la société. Ouais, mais vous disiez la même chose. Voilà. Donc ça a été amené par la bouche du président de la République pour éviter de parler de communautarisme qui, à ses yeux, était trop repris par l'extrême droite. Mais il crée un terme encore plus fort qui... Et aujourd'hui, satisfait parfaitement l'extrême droite et Marine Le Pen en disant c'est vrai, il y a un séparatisme. Marine Le Pen dit ça, hein, il y a un séparatisme. Donc ça a été amené par le président de la République et par la majorité. Ils en ont fait un titre de projet de loi au départ en l'appelant loi séparatisme. Le titre a changé en quelques jours en disant attendez, on se rend compte que ça vise essentiellement une communauté, on va parler d'un projet de loi visant à faire respecter les valeurs de la République. Mais là encore aussi, quand vous parlez de respect des valeurs de la République, on sait tout de suite à qui est-ce que vous faites référence. Je veux dire, vous ne dupez, vous ne trompez personne. Donc c'est ce qui a été fait. Donc il y a eu une évolution de la sémantique comme ça que je présente aussi dans le. On va revenir sur ce projet de loi particulier puis sur deux autres sur lesquels tu as fait un focus. Ton image a frisé dans le chat, mais on t'entend toujours. Donc continuons. J'espère que tu vas te remettre à bouger. Billy Toons dans le chat dit: n'est-ce pas les députés qui vivent de plus en plus séparés du peuple quand on voit le peu de participation aux élections? Alors certes, c'est pas trop à nous d'aller sur ce terrain et surtout pas à toi en tant que chercheur plus politique, mais en tout cas sa question peut permettre d'embrayer sur la question du manque de représentativité de l'Assemblée nationale. C'est vrai que l'Assemblée nationale, on le sait, est constituée de très très peu d'ouvriers, de très très peu d'employés. Voilà, mais en termes confessionnels, il y a aussi un véritable manque de représentativité sur lequel tu as travaillé. Déjà, c'est très dur de savoir quels députés sont musulmans exactement, et puis parmi ceux qui sont identifiés, ils sont une ultra minorité en fait. Alors ceux qui sont... je crois que mon image frise encore, hein, c'est ça? Oui, ton image frise, mais bon, l'important c'est ta voix, hein, on va dire. Mais ça veut dire qu'elle est fixe et qu'on me voit plus, c'est ça? Ben, on te voit... si, on te voit, mais on te voit immobile. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Qui doit peiner. Ouais, je sais pas, je vois pas trop d'où vient le souci, mais voilà. Attends, je suis connecté, tout va bien. Bon, ok, on va continuer. Ouais. Il y a eu effectivement il y a une grande difficulté, c'est d'établir combien il y a des musulmans à l'Assemblée nationale. Je ne peux pas moi déterminer, je ne peux pas moi Helmy Emrabé dire il y a tant de musulmans à l'Assemblée nationale. C'est pas vrai, parce que c'est une donnée que tu peux établir uniquement par des déclarations disant je suis musulman, voilà, me voici, je m'appelle tel et je suis musulman. Sans ça, je peux pas déterminer qui est musulman ou pas, même si le nom ou le prénom a une consonance d'une origine ou culturellement musulmane. Alors il y a un article qui s'est amusé à faire ça au début de la mandature. Je crois que c'était Slate qui avait compté combien il y avait de prénoms à consonance arabophone. Et donc en déduisant cela, en mettant ça en exergue, il déduit qu'il y a tant de musulmans à l'Assemblée nationale. Je crois que c'était 17 le chiffre, ou une dizaine en tout cas. Donc oui, il y a une ultra minorité en tout cas, représentative
des musulmans, puisque les statistiques, encore une fois, elles sont pas très nettes en ce domaine-là. Les statistiques les plus poussées, notamment de l'Observatoire de la laïcité, du regretté d'ailleurs, parce qu'il il a été dissous malheureusement, mais bon, ça c'est un autre débat, tablait entre 4 à 6 millions de musulmans en France. Donc, on voit le manque de représentativité pour répondre. Ça peut répondre un petit peu d'une certaine façon à la question de Billy Toons sur la séparation qui peut exister entre les élus de la nation et le peuple qu'ils doivent représenter. Alors on a le chat qui est intervenu, Sentinelle26 qui dit Caroline Fiat, députée FI, est infirmière, en effet. Et un grand A d'exclamation à ton retour. On Tout à fait. Toujours nos spectateurs qui sont avec nous. Caroline Fiat, qui est la première aide-soignante à être élue députée de la nation aussi. Ouais. Donc voilà pour les éléments de représentativité de cette Assemblée nationale. En continuant sur ces discours un petit peu, tu montres à quel point Space Kairou qui se propose d'une aide technique, et ben écoute, on prendra contact après l'émission. C'est très intéressant comme proposition et très gentil de ta part, merci. Revenons sur la question des discours. Tu montres à quel point il y a une force politique qui n'a longtemps pas été présente à l'Assemblée nationale, dont les discours en fait ont percé par influence sur les députés dans la question de l'islam. C'est le Front National en fait. Oui, bien sûr. En fait, on a un glissement d'une thématique mise en avant qui est devenue aujourd'hui ultra majoritaire dans le débat public, tel qu'il est représenté médiatiquement sur les réseaux sociaux, au sein même des débats à l'Assemblée nationale. C'est le discours du Rassemblement national. Alors, c'est pas grâce spécialement aux efforts des élus du Rassemblement national, hein. Ils sont que 5 ou 7. Ils sont même pas en capacité de former un groupe à l'Assemblée nationale. Non, mais ça c'était même avant d'avoir des élus à l'Assemblée nationale, en fait, que leur discours a... Parce que moi, je me suis concentré sur la 15e législature, mais si on remonte aux 10-15 dernières années, oui, tu as totalement raison. Il y a un glissement, en tout cas, à droite, c'est totalement acquis, et même à une partie de la gauche qui reprend une thématique, de ce qu'on appelle traditionnellement l'arc de gauche, dans lequel est inclus le Parti socialiste, etc., qui reprend parfois des expressions, des thématiques qui originellement trouvent leur essence au sein de l'intelligentsia de l'extrême droite. Ça c'est parfaitement vérifiable et c'est tout à fait scientifique comme démarche. Pour aller vérifier, c'est parfaitement simple. Donc on a un glissement qui a été fait depuis une bonne vingtaine d'années, ouais. Alors justement, pour parler de démarche scientifique, c'est vrai que quand on pense à ton sujet de recherche, on peut se dire bah oui, c'est évident, il n'y a pas besoin de faire un mémoire pour savoir que l'Assemblée nationale est obsédée par l'islam et qu'ils en parlent tout le temps, il n'y a qu'à allumer la radio pour s'en constater. Oui, ok, mais n'empêche que jusqu'à ce que quelqu'un se soit penché sur ce sujet pour scientifiquement le démontrer, eh bien on ne peut pas l'affirmer en fait scientifiquement. Et toi, tu as fait ce travail pour pouvoir le montrer par A plus B que très clairement l'islam a une place exceptionnelle par rapport aux autres religions dans le débat parlementaire français. Et tu l'as fait avec l'étude de cas de 3 lois en fait et de tous les débats parlementaires qu'il y a eu autour de ces 3 lois. C'est vrai que de prime abord se dire bah bon c'est bateau quoi, c'est facile, on ouvre la télé, on parle d'islam, on se couche le soir, on parle d'islam, on se lève le matin, on parle de voile, de burkini, on allume Twitch, on parle d'islam. Désormais vous parlerez d'islam. Non mais voilà. Donc il suffit pas d'être un aigle pour comprendre ça. Mais après ce que j'ai voulu faire c'est appuyer scientifiquement, chiffres à l'appui, graphiques à l'appui. L'exceptionnel, t'as dit le mot, l'exceptionnelle place que l'islam a dans les débats. C'est exceptionnel. C'est-à-dire que sans commune mesure ou sans aucune autre comparaison n'est possible. Donc j'ai décidé de travailler sur trois principales lois, projets de loi plus précisément, la loi sur la bioéthique et sur la fin de vie,
portant sur la PMA, le droit de mourir, sur la fin de vie, pardon, où là, la question religieuse, l'évocation religieuse de façon générale, de la référence religieuse, elle est en chute libre. Si on compare par exemple le projet de loi sur le mariage pour tous en 2013, où on a 2 fois moins de références religieuses en général. En fait, on sait que pour les gens qui nous suivent dans le chat, pourquoi s'intéresser à ce type de loi en lien avec les religions? C'est que traditionnellement en France, certes, il y a une séparation des églises et de l'État, mais si les cultes, il y avait bien un moment où ils étaient encore consultés dans le débat parlementaire, c'était surtout ce qui relevait des questions éthiques et des questions familiales, où on considérait qu'ils avaient une voix dans le débat public qui devait aussi être entendue. Il y a un comité spécial qui s'appelle le CCNE, le Comité national d'éthique, c'est Comité consultatif d'éthique, national d'éthique, je sais plus, qui planche nuit et jour. J'abuse un peu, mais qui planche sur la question, bioéthique. Et le CCNE est composé de scientifiques, de médecins, de biologistes, de sociologues et de représentants religieux. Donc qui apportent leur part au débat, quoi. Donc clairement, sur un débat comme ça, c'était tout à fait pertinent d'aller voir un peu comment les religions intervenaient, qu'est-ce qu'elles disaient, etc. Et comment l'Assemblée nationale réagissait à ces religions. Absolument, mais mieux que ça, les responsables des cultes ont été conviés à l'Assemblée nationale en commission spéciale pour donner l'avis de l'obédience qu'ils représentent sur la question éthique, bioéthique. Ce qui avait fortement déplu à Jean-Luc Mélenchon. Ce qui avait fortement déplu à Jean-Luc Mélenchon, qui estime que la représentation religieuse et que les religieux n'ont pas à donner leur avis dans une enceinte parlementaire, qu'ils le fassent dans la presse, pourquoi pas, mais qu'ils n'ont pas leur discours, en tout cas, n'a pas à enrichir un débat parlementaire au nom de la loi de séparation. C'est en tout cas ce qu'avait dit à l'époque Jean-Luc Mélenchon. J'ai perdu le fil, qu'est-ce que je disais? Oui. Le Lézard nous demande si Hollande n'avait pas viré les membres religieux du CCNE. A priori, je crois pas. Hein. Non, au contraire, François Hollande les a même reçus. Non. Je sais que... Alors, peut-être qu'il y a eu un remaniement, parce que je sais qu'il y a... Je me rappelle d'un rabbin qui avait fait partie de ce CCNE, qui n'y était plus après le quinquennat Hollande, mais je ne sais pas si c'était juste la fin de son mandat au sein de ça, ou s'il y a eu un remaniement. Mais en tout cas, a priori, il y a encore des membres religieux. En tout cas, il n'y a pas eu de remaniement, non. Il n'y a pas eu de remaniement, mais c'est vrai que le président de la République a la main sur les nominations des membres du CCNE. Alors, c'est vrai qu'elle a la main. Revenons sur ce débat bioéthique et puis sur les autres projets de loi. Comment, très concrètement, parlons de méthode scientifique, comment tu as fait pour documenter la place exceptionnelle de l'islam dans le débat public parlementaire? C'est très simple. J'ai décidé de me concentrer sur les débats, sur les débats en séance. Quand on dit en séance, ça veut dire dans l'hémicycle. Pas en commission, parce que le cheminement de la loi, pour celles et ceux qui ne le savent pas, le projet de loi arrive en commission, puis est examiné en séance. S'il est voté, il va au Sénat, puis il revient en commission, puis il est étudié en séance, etc. Donc, étudier les discussions, le compte-rendu des débats en commission et en séance, ça fait beaucoup trop et ça ferait des centaines d'heures de discussion qui serait pas parfaitement utile. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que en séance, il y a beaucoup plus de monde. Donc, il y a beaucoup plus de chances d'avoir plus de discussions sur le thème. Donc, je me suis concentré sur le compte-rendu des débats et j'ai analysé toute la discussion du projet de loi bioéthique en séance. Et donc, j'ai cherché, tout simplement, combien de fois est-ce qu'on avait des références religieuses dans la discussion de ce texte, puis religieuse de façon générale, puis confession par confession. Et là, vous vous rendez compte que la référence religieuse de façon générale chute de façon vertigineuse, parce que j'ai fait un petit comparatif par rapport à 2013 et la loi sur le mariage pour tous, où là, à l'époque, il y avait une réelle présence catholique dans l'hémicycle qui défendait ça et qui faisait aussi écho
à une mobilisation qui était à laquelle l'Église catholique avait pris part, à laquelle un certain nombre d'associations et de citoyens avaient pris part contre le projet de loi. Au nom de la religion catholique, hein. Ouais, on est quand même à une époque, on était à une époque où Christine Boutin pouvait brandir la Bible dans l'Assemblée nationale. Et là, en comparaison dans cette législature-là, on est dans une disparition quasiment totale de la référence religieuse dans l'Assemblée. Voilà, là, sur le débat bioéthique, c'est impressionnant. Je dirais pas disparition parce que... J'ai pas dit totale, j'ai dit quasiment totale. Hein. Ouais. Mais en tout cas, une chute vertigineuse. Ouais. On fait plus de références religieuses. On en fait parce que voilà, on en fait plus parce que 10 ans sont passés et puis il y a plus la pertinence et il y a plus le retentissement que ça a dans l'opinion publique de faire des références religieuses. Ouais, voire même ça crispe à l'inverse d'en faire en fait. Voire même ça fait éloigner les électeurs de vous. Mais ça dépend. Enfin, c'est un nuancé, je vais y venir juste après. Donc ça a été la loi bioéthique où on voit une chute vertigineuse. Analyse aussi que je fais sur un projet de loi, de la loi SILT, la loi portant sur la sécurité intérieure, qui a été l'un des premiers projets de loi de la 15e législature qui est arrivé en septembre-octobre 2017. Porté par Gérard Collomb, à l'époque ancien ministre de l'Intérieur. Donc j'ai aussi analysé ce projet de loi-là. Ouais. Celui qui faisait rentrer des dispositifs de l'état d'urgence dans le droit commun, en fait, c'est ça? Absolument. Ça veut dire que en 2017, quand Emmanuel Macron a été élu président de la République, on était encore sous le coup de l'état d'urgence. Ouais. Et puis on lui disait, quand je dis on, c'est que ses proches disaient, bon, on peut pas rester indéfiniment dans un état d'urgence. Donc ce qui a été fait, ça a été de rentrer l'état d'urgence dans le droit commun pour dire il n'y a plus de problème, on n'est plus en état d'urgence, on vit sous état d'urgence permanent. Avec un certain nombre de dispositifs qui ont été créés, mais là ce serait trop long qui ont été créés, qui existaient déjà, mais qu'on a fait rentrer dans le droit commun, c'est tout. Ouais. Mais bon, là ce serait trop long pour y rentrer. Dans le débat sur la loi SILT, évidemment, de quoi on parle? De sécurité, de terrorisme, et donc de musulmans, puisqu'on est 2 ans après des attentats sanglants qui ont créé un émoi considérable évidemment dans la société, et donc on a décidé, a été décidé de toute façon d'enclencher des projets de loi les uns après les autres à chaque vague. À chaque drame, quoi. Ouais. Ça a été ça la doctrine depuis François Hollande. Ouais. On est à une loi antiterroriste à peu près tous les 2 ans. Ouais. C'est énorme en termes de calendrier législatif, c'est énorme, c'est du jamais vu. Donc voilà. Et là, vous voyez le tout au tout, le graphique qui explose dans l'autre sens. C'est-à-dire que la référence musulmane, elle est systématique. Ouais. Systématique. Quand on parle de musulmans, on parle d'islamisme. Quand on parle d'islamisme, on parle de salafisme. Quand on parle de salafisme, on parle de terrorisme. Et de terrorisme, on met en avant. Voilà. Donc il y a un lien, il y a un petit lien logique, quoi, qui est fait et qui est créé de toutes pièces comme ça, en disant que l'islam, dans sa phase étendue, mènerait directement à des actes barbares, où la religion musulmane le ferait, et donc, dans sa pratique rigoriste, etc. On a très clairement des discours que tu montres de la droite et de l'extrême droite qui, pendant ce débat-là, explicitent ça et font référence à d'autres religions en disant mais ce n'est pas le chrétien qui égorge, mais ce n'est pas le bouddhiste qui égorge, mais ce n'est pas le juif qui égorge, c'est spécifiquement le musulman, et ensuite ils nous embrayent en règle générale sur le fait de faire le lien avec l'immigration, etc., quoi. C'est ça. Avec David Habib, non, c'est quelqu'un d'autre. Meyer Habib, pardon, qui dit. C'est ça, parce que David Habib, c'est le vice-président de l'Assemblée, donc c'est quelqu'un d'autre. Meyer Habib qui dit tous les terroristes, tous les musulmans ne sont pas terroristes, mais tous les terroristes sont musulmans. Et il fait ce lien logique, il crée, ce lien qui est absolument pas logique, mais il crée un lien historiquement faux, et il tente de créer un lien logique, un lien de causalité
entre la pratique musulmane et une pratique terroriste. C'est ce qu'il fait. Et avec des comparaisons, on a par exemple Éric Ciotti qui dit mais il faut dire de quoi on parle, il faut dire... Alors ça c'est la grande expression, hein. Il faut dire les choses, il faut nommer les choses, il faut dire de quoi on parle, il faut dire de quoi on parle. Aucun attentat n'est commis en France au nom de Jésus revient. Il avait dit ça Éric Ciotti à l'époque. En disant mais c'est Allahu Akbar qui est proféré, c'est pas Jésus revient, donc de quoi on parle? Donc voilà, c'est ce qui a été dit pendant ces débats-là, et on a une explosion de la référence avec tout ce qui s'ensuit derrière. C'est-à-dire, si l'Assemblée nationale débat pendant 15 jours sur ce texte-là, bon bah derrière on a une répercussion médiatique qui fait tout le tapage derrière, et en bout de chaîne, vous avez les éditorialistes qui font le travail pour terminer avec tout ce qu'on connaît actuellement. Et je montre, c'était la première vidéo que j'ai sortie sur la chaîne Réligaré, c'était une réaction que j'avais eu envie justement de sortir à tout ce battage médiatique, et je parle de la stratégie des groupes djihadistes. Je m'étais penché sur des écrits en français de l'État islamique et sur gestion de la barbarie également, un manuel de stratégie des groupes terroristes. Tout ça, c'est extrêmement conscientisé par les terroristes islamiques, et ils savent très très bien les forces et la faiblesse des démocraties qu'ils attaquent. Et ces débats permanents sur l'islam, c'est quelque chose qui est souhaité dans leur optique de bipolariser les sociétés. Je l'explique dans ma vidéo, je vous encourage à aller la voir. Je cite très clairement leur texte pour essayer de le montrer. Donc voilà, en fait, clairement, en créant ce rouleau compresseur de parler de l'islam, ça crée un niveau de tension autour de cette religion qui sert très clairement la cause que en tout cas, les députés prétendent combattre, quoi. C'est ça, c'est ça. Voilà. Un mot, j'ai fait ma petite digression et auto-promo sur ma vidéo, voilà. Si les gens vont la voir, je suis content. Ah, il faut toujours. Un mot très rapide sur le dernier projet de loi, et puis j'aimerais conclure avec une autre question, mais juste le dernier projet de loi sur lequel tu as travaillé, il est vraiment le dernier projet de loi, c'est très récent. Bah, il est extrêmement récent. Ouais. Là, il a été, enfin, à l'époque, quand j'avais bossé dessus, il était en première lecture, puisque bon, il y a toujours 2 lectures, etc. Donc il a été adopté en première lecture, c'était le projet de loi sur les valeurs de la République, là, dont on parlait tout à l'heure, le fameux projet de loi séparatisme, puisque dans le langage commun c'est la loi séparatisme, et donc là c'est encore plus qu'avant, avec une omniprésence de l'islam dans les débats. Omniprésence, c'est-à-dire que du matin au soir il est question de l'islam. Il y a même une députée de la majorité qui a dit ici c'est le procès de l'islam. Ouais. Ironiquement, hein, pour dire vous en faites trop, quoi. On parle que de ça. Il n'y a pas d'autres problèmes dans le pays, sans déconner. Donc voilà, elle avait dit ça. Elle avait dit bon bah ici c'est le procès de l'islam. Et donc jusqu'à les propositions récentes sur les youyous dans les mariages. Bon bah on apprend que les youyous sont islamiques maintenant. Bon, que sont juste du Proche-Orient et du Maghreb, quoi. Enfin, c'est tout. Oui, c'est tout, c'est culturel. Ouais. Où certaines danses ne seraient pas admises. Bon, bah, on apprend qu'il y a des danses islamiques et des danses qui ne seraient pas. En fait, on islamise tout le temps tout. C'est ça, en fait, qui est dingue. C'est que le vêtement est islamisé, la nourriture est islamisée, la danse est islamisée, la langue arabe, quand même, on a dit pas de langue arabe, vous allez faire des futurs musulmans. Mais c'est n'importe quoi. On marche sur la tête, quoi. Mais c'est ça continuellement dans les débats, hein. Enfin, beaucoup de gens croyaient à une fake news sur la proposition de Madame Genevard, députée LR, sur les mariages, sur la danse dans les mariages civils. Beaucoup de gens disaient mais non, c'est une fake news, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Sérieusement, pendant 10 minutes, il y a eu un amendement présenté et un débat sur ça. Donc ça a été bon. Après, j'ai pas analysé moi cette dernière, puisque moi j'ai ce travail, je l'ai fini il y a plusieurs mois. Enfin, il y a au mois de février, je l'avais terminé. Mais si là tout de suite, je m'attelais à une recherche rapide avec les mêmes
avec les mêmes outils que j'avais utilisés pour la précédente recherche, bah, je verrai qu'il y a peut-être même une explosion de références par rapport à la première lecture. Ouais. Pour conclure, donnons un cadre un peu schématique de l'évolution du rapport de l'Assemblée nationale à l'islam, avec première date 1975, selon les travaux du diacre qui a fait une thèse dont on a parlé tout à l'heure, qui est donc la loi sur l'IVG, qui marque, selon lui, une rupture très forte de pas musulmane, hein. Oui, non, mais là c'est dans le rapport aux religions en règle générale, une rupture très forte dans la sécularisation du débat public en France et une perte d'influence très nette de la religion sur l'Assemblée nationale. Et puis ensuite, évolution que toi tu notes, c'est quoi? C'est à partir de 2001? C'est quand que ça évolue ensuite? Bah, en tout cas, dans les débats parlementaires, il y a une grosse rupture en 2015. En 2015, on a quand même une grosse rupture qui est... Avant, on avait quand même les moutons dans la baignoire, etc. Sous Chirac aussi, quand même, il y avait des débats comme ça qui existaient. Bah, oui, il y a eu ça, et il y a eu en 2011 tous les débats sur l'identité nationale sous Nicolas Sarkozy, etc. Mais en tout cas, pourquoi j'ai dit 2015? Parce que les attaques terroristes ont fait naître ce qui était à l'époque uniquement des propos polémiques, assez isolés ou même ou juste propres à l'extrême droite. 2015 a été un vrai moment de bascule où on a des personnes très clairement qui n'employaient pas des terminologies qui, en 2015, se disent « Ah, mais quand même, c'est vrai ». Et donc, qui prennent à l'extrême droite des références, des terminologies, des expressions, et des gens qui se disent parfois de gauche. Hein. Je pense à Manuel Valls, je pense à Monsieur Einthoven, je pense ils sont pleins au départ, avant 2015, où on les entendait peu sur ces discours-là. Bon, Manuel Valls quand même un peu, mais ils sont pleins à avoir quand même... évolué parce qu'il y a eu des attaques terroristes sanglantes et parce qu'à partir de ce moment-là, on a décidé, parce qu'il y a eu la déchéance de nationalité aussi, la proposition de déchéance de nationalité, elle vise qui? Enfin, faut arrêter de se raconter des histoires, hein. Elle vise une catégorie de la population en particulier, les binationaux, donc les musulmans qui ont une double nationalité, donc ceux venant d'Afrique du Nord. C'était ça, hein, la double nationalité. La déchéance de nationalité, elle visait pas les franco-espagnols. Hein. Donc voilà, et donc il y a eu une cadence en matière de discussion législative sur cette question-là, avec, je disais, une moyenne d'une loi antiterroriste tous les 2 ans, et à travers l'étude de ces lois-là, une surreprésentation de l'islam, et une surréférence à l'islam et aux musulmans dans ces débats-là. Et donc, il y a une vraie cassure, une vraie rupture, une grande date à retenir qui est celle, à mes yeux, de 2015. Cher chat, vu qu'on va se quitter, on va se dire au revoir. Si vous avez des questions à poser à notre invité, n'hésitez pas à le faire là, maintenant, tout de suite, en attendant qu'éventuellement il y ait d'autres questions. Ton travail donc, que tu as fait, ton mémoire, il a été validé avec succès. Bravo, félicitations. Est-ce qu'il fera un petit avec une thèse? Si je peux juste ajouter... Oui. Si je peux juste ajouter un petit truc sur les ruptures et sur la chronologie. Tu as parlé de 75, j'ai parlé de 2015, mais entre les deux, il y a 2004 qui est important. Qui est la loi sur le voile à l'école. Ça a été aussi à ce moment-là des grands débats à l'Assemblée et des grandes références à ce moment-là. Donc entre les deux quand même, il y a 2004, il y a avec tout ce que ça a comme référence de 1989, de l'affaire de Creil, du foulard, donc 2004 c'est aussi une grande période. Donc on a 75, 2015. Alors Grumpy Mood demande la suite de ton travail, ça tombe bien, c'était exactement la question que je posais, donc nous sommes connectés, lui et moi, savoir si notamment il y a peut-être une thèse qui va suivre ou pas, voilà, ou si on s'arrête là. Alors... Et puis le lézard te
te drague un peu puisqu'il demande si ce beau gosse est sur Twitter. Oui, il l'est. Il suffit d'aller voir mes derniers posts et je le tag dessus, donc vous pourrez le retrouver dessus. Le lézard, tu vas voir, il suffit que tu ailles voir mon propre fil Twitter et Elmi est tagué, donc tu vas le retrouver facilement. Donc oui, pour la suite du travail. Ce travail-là, il n'est pas fini en réalité, parce qu'il serait quand même amené à être poursuivi, à être amplifié. Donc, pourquoi pas, c'est toujours pas acté, c'est encore en cours de réflexion, mais pourquoi pas embrayer sur un projet de thèse et effectivement qui va mettre un peu plus la lumière sur cette thématique-là. Ouais. Et bon, allez, une dernière question bonus, vraiment, avant de se quitter cette fois-ci pour de bon. Enlève ta casquette universitaire, réponds-nous en tant que citoyen et pas en tant qu'universitaire. Tu vois une perspective un peu positive à tout ça ou tu penses que ça va continuer et s'empirer? Je suis d'un naturel optimiste, mais pas sur pas sur ce sujet-là. Ah, bon, bah voilà. Je suis assez sceptique sur la suite, parce que on est dans une phase de l'histoire où c'est crescendo depuis 15 ans et il n'y a pas l'air d'avoir de frein, et où dans une période actuelle où l'un des plus gros polémistes qui a été condamné plusieurs fois pour incitation à la haine contre les musulmans aspire à devenir président de la République et à se présenter au suffrage pour la fonction suprême. Ça rassure pas trop sur l'état du pays de façon générale, et eu égard au dernier débat des dernières 48-72 heures, enfin c'est vraiment affligeant. Donc je pense qu'on va en manger encore pour un petit moment. Eh ben, ce sera pas sur une note de gaieté qu'on va se quitter, malheureusement, mais voilà. C'est sûr, mais bon, après, faut quand même continuer le boulot à côté de scientifique toujours, de démontrer, enfin, et de mettre en avant toutes ces contradictions en réalité, parce qu'il y en a beaucoup, quoi. Ouais, alors Grumpy Moon nous fait une conclusion en mode tribune des généraux qui dit qu'il risque d'y avoir un bain de sang quoi qu'il arrive. Alors on va essayer sur notre chaîne de ne pas prophétiser une guerre civile et plutôt moi j'espère que non, surtout pas. Bon, après tout le monde va s'abonner à Religare et va en apprendre tellement plus sur toutes les différentes religions. C'est vrai, allez vous abonner, c'est plus intéressant. Que du coup, eh ben, on va devenir tolérant et qu'on va vivre heureux et manger ensemble du couscous et de la raclette sans que voilà. C'est déjà fait, le couscous c'est le plat préféré des Français. Hein. C'est ça, c'est vrai, ça n'empêche pas malheureusement. Bon, eh ben merci en tout cas, Elmi. Il faut approfondir plus que ça et pas. Bon, là c'est sympathique, c'est gentil évidemment, mais c'est plus profond que ça, quoi. C'est redescendre et en fait remettre pas de la sagesse, mais remettre du bon sens dans un débat qui a perdu toute, qui a perdu qui a perdu de sa lucidité. On n'est plus lucide quand on parle de ces questions-là, et quand j'observe les débats, il n'y a plus aucune lucidité, donc il faut en ramener avec toutes les démarches, avec ce que tu fais comme travail et avec tous les travaux universitaires qu'il faut aider et qu'il faut soutenir et qu'il faut aller regarder, quoi. Et ne surtout pas déclarer la guerre aux universitaires. Si vous nous écoutez au gouvernement, ça c'est pas bien de faire des chasses aux sorcières dans les universités. Là, c'est pas moi qui dirais le contraire. Elmi, en tout cas, d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir de t'avoir sur Religare. Merci Damien, merci à toutes et tous d'avoir participé. J'ai pas vu les questions du chat, mais je vous salue et merci à vous d'avoir été là, et j'espère que c'était intéressant. J'ai essayé un peu de dire des choses un peu intéressantes. Ce Saleté Sentinelle 26 nous dit vive la laïcité, c'est un très beau mot de fin. Je pense qu'on sera toutes et tous d'accord avec ça. Merci aussi en effet au chat d'avoir été là, d'avoir participé avec vos questions. Cette vidéo sera mise en ligne par la suite sur YouTube. Alors si vous voulez la montrer à d'autres personnes, n'hésitez pas, vous pourrez leur envoyer ce lien. Religare, là ça va être un petit peu en mode estival, farniente,
niente, ça veut pas dire qu'on va s'arrêter totalement. Il y a une petite vidéo à venir courant juillet. Je spoil pas la surprise, mais peut-être que ce sera en lien avec un certain temps fort festif de l'islam qui arrive bientôt. Et puis potentiellement un petit Twitch en août également, à voir. Si c'est pas en août, ce sera en septembre, avec plein d'autres vidéos qui doivent sortir sur plein de sujets pour Religare. N'hésitez pas à vous tenir au courant de tout ça en vous abonnant, que ce soit sur la page Facebook ou bien sur la chaîne YouTube. C'était 30 deniers pour Religare. Et je vous dis à la prochaine pour plein de nouveaux lives et plein de nouvelles vidéos. Salut!